Du coup, moi, j'ai offert un deck à mon graphiste cet après-midi. J'en avais acheté un hier et je l'ai refoutu dans ma poche de manteau. Et lui, en fait, il jouait pas mal à Magic apparemment et il avait toujours des cartes Magic sur son bureau. Et donc aujourd'hui, j'étais à mon bureau. Il est venu nous voir pour un truc et je lui ai dit, attends, toi. Tu connais, je lui ai déjà parlé de Keyforge. Il me fait, je vais t'attester. Il me fait, non, j'ai lu les règles et tout, machin. Je fais, attends, je sors ça de mon poche, je fais, tiens, cadeau. Mais non. Genre, tu sais, le dealer de drogue, c'est, tiens, prends ta première dose. Et du coup, il les revend dans la rue. Et du coup, je les donne. Non, c'est encore mieux, justement. Je l'ai donné à un collègue pour le traîner dans la drogue avec moi. Il faut pas être simple. Faut qu'on joue Ketrus ensemble à Keyforge quand même. Ce serait bien. Bah, carrément, ouais. Parce que c'est vrai que j'ai réécouté le podcast précédent et quand on pose nos questions, mais en fait on n'a rien compris au truc quand même. Ah mais c'est des decks uniques, genre t'es le seul à l'avoir. Bah oui, mais c'était chaud quoi. Au bout de 10 minutes d'explication, tu dis non mais en fait ce que tu dis faut que j'écoute. Non, c'est pas ça, c'est que je pensais que c'était prédéfini à l'avance en mode unique dans ce sens-là et on pensait tous ça, hein. On avait juste en fait on avait compris deck préconstruit. Voilà, exactement. Mais c'est le cas, oui, bien. d'accord. Mais tout ce que vous dites, c'est déjà le cas en fait. Non, bien sûr. Je vois pas ce que vous comprenez pas dans le deck unique. Ce qui est marrant, c'est que quand on a enregistré, donc on comprenait pas forcément et depuis on a pas mal joué et en réécoutant, je suis putain mais on est trop con en fait. Et du coup, j'ai toujours un deck dans mon sac maintenant. Moi aussi. C'est le même mais j'ai hâte de le changer. Bah c'est le même sur lequel je suis roulé dessus Et ben on va commencer du coup pour le podcast. C'était pas comme ça à l'époque de Magic. Enfin si, mais vous l'auriez pas fait quoi, si. Non mais tu sais quoi, non, parce que mais non, à l'époque toujours. T'es ouf. Ok, ça va alors. Ah mais quand je jouais un Magic de ouf, j'avais toujours mon deck avec petit Goblin Grenade. En fait, je vais vraiment vous couper tous et toutes. Le Contrecast épisode 5, c'est parti. Ah en fait, il manque quand même un. Du coup, faut que j'enregistre ou pas? Ouais. Pour cet épisode numéro 5 du Contrecast, on va faire un petit tour de table là. Ketrus déjà à ma droite, comment ça va? Salut, ça va, merci. Eh ben super, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'un jeu de société qui s'appelle Wingspan. Très bien. On va aller en face de toi avec Anya qui revient après 2 épisodes d'absence. 2 épisodes d'absence. Et ben Si joyeux Noël et bonne année. Ouais, mais on est en février, mais bon, c'est pas grave. C'est pour le décalage. Ouais, voilà, exactement. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Moi, je vais pas vous parler de jeux de plateau, mais plutôt de JV comme d'habitude et d'une belle pépite. Enfin, pépite non, mais un beau jeu indé. Ok, c'est bien, mais pas trop. On va voir ça tout à l'heure. C'est bien, mais pas trop. Et toi, Zef, un bout de table en face de moi? Ouais. Ça va? Et toi? Ça va. Pardon. Moi, je vais parler aussi d'un jeu de plateau. Mais comme je l'avais préparé avant Ketrus, c'est lui le voleur. Ah, tu t'aimes jeu de plateau? Ouais. Ah, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein. C'est pas tout à fait un jeu de plateau, il y a plus de notions de cartes. On verra. Si, ce qu'on parle en jeu de plateau, c'est un très bon jeu de plateau. J'ai découvert ça il y a 1 heure, un peu plus. Mais ok. Et toi, c'est quoi? T'as pas dit? Pardon, ouais, moi je vais parler d'enquête encore, comme je l'ai pas assez fait dans je vais parler d'un jeu qui s'appelle Détective chez Yellow, qui est un putain de gros jeu de super. Voilà, qui est sûrement en tête ou dans le trio pour le Fige 2019. C'est vrai? Ouais, carrément. Ouais. Eh ben, on va découvrir ça ensemble. C'est parti! D'après un recensement fait en 2016, il faut savoir qu'il existe environ 10 000 espèces d'oiseaux dans le monde. Merci Wikipédia. Aujourd'hui, on va pas vous les évoquer, toutes ces espèces, parce qu'il y en a trop, mais peut-être seulement certaines, celles qui sont dans Wingspan. Et c'est Ketrus qui nous présente tout ça. Ouais. Et ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai que j'ai fait doublon de jeux de société avec Zef, mais c'est parce que avant hier, j'avais pas d'idée de chronique, j'avais pas de nouveaux jeux vidéo. Et par contre, hier, j'ai découvert avant-hier, pardon, j'ai découvert Wingspan. Donc un jeu de société qui est pas encore sorti, qui est à l'origine édité chez Stonemaier, c'est Games, qui ont fait Sight, on en a déjà parlé ici, et comme Sight en fait il est édité et traduit chez Matago. Alors les précommandes du jeu allemand en tout cas et anglais sont déjà ouvertes. Par contre le jeu en français on n'a pas encore de date, mais sûrement avant mars. Alors, le but de Wingspan. Alors, Wingspan, ça veut dire... Ah, bah, j'ai pas donné les auteurs. Alors, je vais vous donner les auteurs. Il est pas prévu pour le Fige. Je vais pas dire une connerie, mais je crois, il me semble. Alors, Fige, qu'est-ce que c'est? Rappelle-nous. Le Festival du jeu international de Cannes. Ouais. Je crois, alors, mais... En fait, je sais pas, parce que les précommandes, j'ai eu 2 sons de cloche. Sur Ludovox, il parlait de début janvier, et c'est pas le cas. Enfin, c'est le cas, mais pas en français, en tout cas. Et j'ai regardé sur Philibert, il disait mars pour les précommandes. D'accord, ok. Mais je pense que Matago le mettra en vente bien avant. Ouais. Voilà. Peut-être qu'il sera en vente avant, mais de ce que j'ai vu sur le site qui m'avait l'air officiel, c'était plutôt du mars-avril. Ouais, c'est ce que j'ai vu plutôt mars, quoi. Mais on verra. Ça se trouve, il sera en précommande à Cannes, ce qui est sûrement le cas.
Ah oui, donc c'est un jeu d'Elizabeth Hargrave et il y a 3 illustratrices. C'est une équipe entièrement féminine. Mhm. Je vais les citer parce qu'elles ont fait un travail formidable sur ce jeu. Il y a Ana Maria Martinez Jaramillo, C'est ça. dur à dire, Natalia Rojas et Bess Sobel. Voilà, donc alors, qu'est-ce qu'on fait dans Wingspan? Wingspan, en français, ça veut dire envergure. Donc on va parler d'oiseaux. Et devant vous, vous allez avoir un plateau de joueurs avec 3 zones. Une zone forestière, une zone de plaine herbeuse et une zone maritime. Et en fonction de ces zones-là, on va devoir placer des oiseaux qui vont pouvoir aller soit seulement dans l'univers dans les régions maritimes, tu vois, comme les hérons, les trucs comme ça, d'autres dans les régions herbeuses et d'autres en forêt, et certains un peu partout. En fonction, donc ces 3 zones en fait conditionnent l'endroit où tu vas placer tes oiseaux, mais aussi conditionner certaines actions que tu vas pouvoir faire, parce que tu vas jouer à tour de rôle et tu vas choisir soit de poser un oiseau, soit de déclencher une action sur une des zones. Et la première zone, la zone de forêt, va te permettre de ramasser de la nourriture, grâce à des dés assez magnifiques en plus, avec une tour à dés qu'ils ont mis en forme de nichoir qui est super mignon. Ouais, c'est très joli. Et donc cette première zone, la zone de forêt, va te permettre de récolter des nourritures, et la nourriture, c'est ce qui va te permettre de payer tes oiseaux quand tu veux les jouer. La deuxième zone, c'est une zone qui va te permettre de pondre des œufs, parce que oui, les oiseaux pondent des œufs. Et la troisième zone va permettre de piocher des cartes. Voilà. Alors comment ça se passe? En fait, chaque zone est divisé en 5 colonnes, et en fonction de la colonne, plus tu vas le jouer plus t'auras d'oiseaux, plus l'effet sera fort. Et après, tu vas donc en haut, par exemple, je décide de piocher 3 nourritures, donc il y a marqué 3D, et après je vais déplacer mon petit cube qui me permet de faire mon compte tour sur chacun des oiseaux de la colonne. Et en fait, chaque oiseau, presque tous les oiseaux, ont des pouvoirs d'activation qui vont pouvoir se déclencher. Alors des trucs qui vont te permettre de pondre plus d'œufs, de déplacer des oiseaux, de récolter plus de nourriture, etc., etc. Et voilà, là vous avez les mécaniques de base. On a besoin de nourriture pour poser les oiseaux. On va faire pondre aux oiseaux des œufs qui sont représentés par des petits, tu vois, un peu comme les petites dragées là qu'on avait à Pâques, tu vois. Ouais, c'est ça. Qui vont permettre de déclencher d'autres pouvoirs. Et on va pouvoir aussi piocher des cartes afin de compléter son jeu et de gagner des points. Donc comment on gagne des points? Chaque oiseau a une valeur qui va de 0 jusqu'à 8 ou 9, je crois. Après, on a des objectifs qui vont dire, à la fin de la partie, si vous avez tant d'oiseaux qui vivent en milieu maritime, vous gagnez X points, etc., etc. Un peu comme jeu, un peu comme dans Terraforming Mars aussi, on a des choses comme ça, on a des objectifs à réaliser, et on va construire son plateau de jeu, sauf que là, on joue avec des oiseaux. Et chaque tour aussi, ça se déroule en 5 manches, et à la fin d'une manche aussi, tu as des points, alors en fonction d'objectifs qui sont variés et qui vont changer à chaque partie. Il y en a un petit paquet, qui vont être voilà, tant d'oiseaux en maritime, tant d'oiseaux qui ont 3 œufs, tant d'oiseaux qui ont ce symbole-là, etc., etc. En fait, c'est un jeu de construction et de combo de cartes, mais sur le thème des oiseaux. C'est mignon. Et le jeu est magnifique. C'est-à-dire, il y a quand même 170 cartes d'oiseaux différents, tous magnifiquement illustrés, et à chaque fois tu vois leur envergure, leur nom scientifique, et alors en dessous t'as un petit flavor text qui t'explique un peu un petit fact sur cet oiseau et sa localisation dans le monde. Donc en fait en plus c'est instructif. Zef, toi t'y as joué, non? Ouais, j'ai joué il y a un petit moment déjà, c'est pour ça que je connaissais à peu près quand il est sorti, parce que je joue avec Fred, qui bosse, un pote qui bosse chez Matago, et alors un petit coucou à Fred du coup, parce que il me parlait de la traduction. En fait c'est un mec qui bosse à la localisation chez Matago, donc l'éditeur, et en fait il expliquait comment il s'était cassé le cul à essayer de tout faire traduire, parce que le jeu, les objectifs secrets du jeu se basent énormément sur les noms des oiseaux aussi, et sur leur région, et sur leur couleur, et sur leur taille. Et il dit parfois en fait t'as des noms qui sont des noms communs, genre je sais pas, la pie de Chantal, genre un truc comme ça, mais n'importe quoi, tu vois. Et en fait il dit parfois c'est le nom de l'oiseau, mais c'est pas un nom de région, et en fait ça peut être confondant. Je sais pas si ça se dit, mais dans l'idée, en fait, bref, il s'est cassé le cul, donc tout est extrêmement bien traduit, et il a vraiment réussi à faire une mécanique simple pour comprendre quand tu dois faire les objectifs ou pas. En fait, il a dû réinventer des objectifs. Ouais, ils ont contacté les auteurs qui lui a dit oui, je sais que c'était un gros problème. Grosso modo, fais comme tu veux. Voulez, quoi. Et le gars dit bah non, je fais pas comme je veux, je veux pas niquer ta méta, mon gars, c'est trop marrant.
Et donc voilà, donc oui, j'ai essayé, j'ai adoré ce jeu. Visuellement, c'est une vraie tuerie, comme tu disais, les illustratrices ont fait un boulot de malade. Le gameplay, le game design, c'est-à-dire comment tu mets le jeu en place, comment il se déroule, est ultra fluide, c'est-à-dire que tu t'emmerdes absolument pas. Jamais. C'est action par action, c'est-à-dire chacun va faire son action une fois, oui. Juste pour qu'on se rende compte un peu les objectifs, qu'est-ce que tu dois faire par exemple C'est multiple, c'est vachement. En fait, et c'était mon propos suivant, c'est que le jeu, en fait, c'est pas un jeu où tu peux fixer un objectif en disant j'ai un objectif secret, je vais le faire et grâce à ça, je sais que je vais gagner ou marquer 90% de mes points. En fait, là, si tu tapes pas dans tous les objectifs du jeu, c'est-à-dire les objectifs centraux qui sont complets, que tout le monde peut compléter à la fin de chaque manche. À la fin de chaque manche. Les objectifs que tu as en main secret que tu peux piocher plusieurs fois dans la partie. Alors c'est difficile d'en piocher plusieurs, mais tu peux y arriver. Qui eux sont réalisables à un certain nombre de pourcents. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu pioches une carte objectif secret, il va te dire compléter, poser sur votre table 9 oiseaux d'une envergure de 1m20. Je dis n'importe quoi. Ouais. Et en fait, il va te dire en bas de la carte de l'objectif, cet objectif est difficile à remplir, genre à 20%. Ouais, il y a le pourcentage de chance de réussite. Ouais. Parce que t'as énormément de cartes d'oiseaux et parfois tu vas pas tous les tirer pendant la partie. Enfin, tu vas sûrement pas les tirer pendant toute la partie et tu vas peut-être pas tirer les oiseaux qu'il te faut pour le raiser. T'as des objectifs de seuil aussi, le nombre d'oiseaux en milieu maritime que tu as, donc de 3 à 4, tu gagnes 4 points et si t'en fais 5, tu gagnes 7, etc. Et donc en fait, il est très dur de faire 2 voire 3 objectifs secrets. Déjà en faire un, c'est balèze. En faire 2, c'est d'autant plus difficile. Donc t'as l'objectif central pour tout le monde, tes objectifs secrets, et t'as aussi ton plateau qui va te donner des points à la fin. Suivant combien d'oiseaux tu as, combien d'œufs tu as, d'œufs tu as posé sur les oiseaux et ainsi de suite. Donc en fait, il faut vraiment être en mode complétion en fait, tu vois. Il faut tout faire. C'est un jeu d'opportunité, c'est un jeu d'opportunisme en fait. C'est un peu de la programmation, c'est de la programmation parce que il faut que tu prévois en fonction de tes objectifs de réaliser le maximum de points à la fin et puis à la fin de chaque manche, mais aussi en fonction des cartes que tu as piochées et puis aussi des cartes qui sont mises au milieu du plateau qui sont visibles pour tout le monde, donc que tu peux piocher à n'importe quel moment où tu peux piocher une carte, tu peux prendre soit celle-là, soit celle sur le deck. Et du coup, t'es quand même obligé un peu de t'adapter, peut-être de changer un peu ta stratégie. C'est-à-dire que tu te dis mon objectif, je vais pas réussir à le réaliser à 100%, mais par contre, je vais essayer de maximiser le nombre d'œufs que je vais mettre sur mon plateau. Ou des fois, tu peux aussi placer des cartes sous les oiseaux et chaque carte vaut 1 point, comme chaque œuf vaut 1 point. En fait, je suis pas d'accord avec toi sur le côté opportuniste parce que l'opportunisme, il va se déclencher à vraiment un certain moment dans la partie et c'est vraiment genre à ce moment-là, faut que je fasse ça parce que j'ai l'occasion de le faire, mais tout le jeu n'est pas comme ça. Pour moi, c'est plus un jeu d'optimisation pur et dur. C'est-à-dire que chaque tour, chaque action que tu dois faire doit t'apporter le maximum de points possible à ce moment-là, en fait. Parce qu'en fait, j'ai pas dit quelque chose. Donc, t'as 5 manches. Et les manches sont conditionnées par un nombre de cubes. Celui que je te disais que tu plaçais, tu places sur jouer un oiseau pour montrer que tu as joué un oiseau, sur les différentes parties pour activer les combos. Et au début, tu pars avec 8 cubes. Mais à la fin de chaque manche, tu prends un de ces cubes pour marquer le score de l'objectif de fin de manche. Donc au début, tu as 8 actions, ce qui est énorme, ce qui te permet de faire beaucoup de choses, de construire ton jeu, etc. Mais le dernier tour, tu as 4 cubes. Et en 4 cubes, faut réussir, c'est ça, c'est 4 cubes. Ouais, je sais plus le en tête, mais dans l'idée, c'est ça, en fait. Et à la fin, donc, t'as une espèce de stress et de pression. D'effet un peu, rouleau de vague, pardon, je sais pas pourquoi je pense à ça, qui fait que ça accélère la partie et tu dis merde, en fait, j'ai tout ça à faire et je vais pas avoir assez d'actions. Ouais. Mais tu comprends vite ça, hein, sur toutes les actions, enfin, sur toutes les manches de la partie, tu comprends vite que si ton action là tu l'as fait et que tu sais que t'as pas avancé dans ton objectif ou dans les nombres de points, tu sais que t'as perdu un tour. Et c'est vraiment pour ça je dis c'est un jeu d'optimisation. Quand tu joues, il faut vraiment te dire ok, est-ce que l'action que je viens de faire va me permettre de marquer des points ou maintenant ou plus tard et optimiser le reste de mon jeu en fait. Oui, et c'est ça, moi j'adore ce genre de jeu en fait. Je dirais c'est 75-80% d'optimisation, de calcul et après le reste c'est un peu d'aléatoire avec t'as de l'opportunisme parce que t'as un objectif secret sur le nombre d'oiseaux que tu dois poser et pif, là il arrive devant toi à ton tour. Ok, là j'ai l'opportunité, je perds ce que la stratégie que j'avais en cours, je vais devoir la mettre en stand-by, voire la retarder, voire la perdre tout simplement. Mais bon, et tu calcules, est-ce que ça me fait plus de points, est-ce que c'est plus intéressant, machin, et voilà. Par rapport au pourcentage de réussite de cet objectif, par rapport à tout plein de choses. Et c'est vraiment un bon jeu pour ça, parce que c'est ultra fluide, comme je l'ai déjà dit, mais surtout, t'as toujours un truc à faire. Ouais, ça c'est cool. T'es jamais bloqué. Voilà, moi je déteste les jeux où, encore une fois, ça fait très, bref, je déteste les jeux où où à ton tour, ton adversaire, d'avant vient de te bloquer.
sans le vouloir, il a pris la carte que tu convoitais et du coup toute sa stratégie sur 4 tours tombe à l'eau. Là, c'est jamais le cas en fait. Ok, il vient de prendre la carte que tu voulais, c'est pas grave. T'as toujours une bonne action à faire qui va te rapporter des points, qui va te faire accélérer ton jeu dans le tour suivant. Donc voilà. Ça se joue à combien de joueurs 4. C'est 4 maximum, et entre 2 et 4, j'imagine. Bon, après, c'est pas encore. Je crois que c'est 4, maximum. T'as 4 plateaux de jeu. Non, de 1 à 5, pardon. D'accord, on peut jouer en solo, donc, on peut jouer à 5. Ouais, ok. On peut jouer en solo. Mais c'est Stone en plus, pardon. Parce que moi, je trouve que c'est Stone Meyer Games, donc ça m'étonne même pas, en fait, le côté optimisation, pardon. Ouais, bien sûr. C'est combien de temps en termes de durée de jeu sur une partie moyenne? Nous, ça a duré entre 1h30 et 2 heures. Okay. Ah, quand même, ok, jouer ça plus court. Avec 2 personnes qui avaient jamais joué, en fait. D'accord, oui, et donc je pense que je pense que quand tu joues vite, c'est un gros Seven Wonders au niveau du temps, peut-être. Ouais, je sais pas, moi j'avais joué à 3, enfin, je regarde mon appli, j'avais joué à 3 et on avait fait 1h02. Okay. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, ça doit être... Sans explication de règle. Ouais. C'était avant. 20 minutes par joueur, ça paraît raisonnable, ouais. C'est ça. Ok, donc on recommande et on va suivre sa sortie très prochainement. Exactement. Il y a un Facebook, vous pouvez le trouver, alors anglophone par contre, qui donne des news sur le jeu. Voilà, vous tapez Wingspan dans Facebook et vous allez le trouver. Donc on mettra un petit lien dans le podcast qui est déjà présent d'ailleurs, vous écoutez évidemment. Donc c'était Wingspan et ce sera dispo visiblement d'ici mars-avril et voilà, exactement. On connaît pas encore le prix, je crois. C'est des jeux qui sont entre 45 et 55, enfin là plutôt un peu 55, plus de 50 balles, je pense. Il y a beaucoup de matos, il y a surtout plein de petits œufs en bois, ils sont en bois, je crois. Alors je sais pas en quelle matière ils sont, j'en dirais de la résine, mais les petits œufs, enfin les petits objets en fait ils sont super agréables. Ouais, ça a l'air assez soigné, ça paraît con mais c'est un peu maillé, c'est super agréable. Le plateau de jeu aussi est très bon. Ouais, même le carnet de règles est un peu maillé, super agréable. Mais tout est voilà. Alors, on pousse le vice, ça paraît bizarre, ça paraît pareil, mais c'est vraiment agréable d'avoir une boîte de jeu qui est belle, qui est optimisée dans son rangement, qui a un toucher agréable, qui est pas qui a une bonne mise en page, tout ça, parce qu'il y a plein de jeux. Il y a des gros dés en bois. Ouais, voilà, il y a une tour à dés et tout. Ok, j'achète. Ah, ça a l'air très bien. Et puis attends, je vais regarder mon jeu. Et les illustrations, style naturaliste, c'est trop beau. C'est vrai. Merci beaucoup, Ketrus. Comme je le disais tout à l'heure, Anya, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas entendu ta voix dans le podcast, et pour pallier à ton absence, tu as décidé de nous emmener en Australie. En tout cas, c'est de là que vient l'équipe qui a fait The Gardens Between. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est ? Exactement. Je vais pas vous parler de kangourou ni de koala. The Gardens Between, alors pour rappel, c'est sorti le 20 septembre 2018 sur PC, PS4, Xbox et Switch. Il faut vraiment qu'on arrête de créer autant de consoles parce que ça devient super chiant à énumérer. Et il a été présenté lors de la Paris Games Week, de la Gamescom et de la PAX sous le drapeau comme tu disais de The Voxel Agent, je sais pas si tu en avais parlé, mais c'est donc bien un studio australien qui produit du jeu mobile. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas du genre à vraiment faire la promo des jeux mobiles parce que j'aime pas le format, mais bien qu'il y ait des titres qui sont très louables sur mobile. Mais là, je suis tombée dessus et pour le coup, nos petits amis australiens, ils se sont aventurés sur une autre typologie de projet. Ils ont fait énormément de sorties de puzzle games, de train simulator, enfin de trucs hyper grand public, hyper market, enfin le truc qui noie nos marketplaces de jeux complètement inutiles et enfin voilà. Et vraiment là, je suis tombée dessus parce que j'avais envie de renouveler un peu mon catalogue indé et de tester des titres de studios que je connaissais pas. Donc pour le coup, ici c'est un peu entre balade visuelle et jeu d'énigmes et tout ça sans qu'un seul mot soit prononcé. Donc c'est une sorte de puzzle game où vraiment on a une histoire qui est pas du tout racontée, que ce soit à l'écrit ou via le son. Et donc on a juste des images et on est balancé sur cette histoire entre une fille et un garçon, donc Arina et Friend, qui sont accessoirement voisins, ce qui est quand même pratique. Et qui se sont liés d'amitié et qui un soir de grosse pluie se mettent à se remémorer avec beaucoup de nostalgie leur petit parcours et toute leur histoire ensemble. Donc c'est des amis, qu'on replace bien la chose. C'est pas un couple. Du coup, on est propulsé dans ce voyage dans leur mémoire commune à travers des chapitres d'histoires qui sont présentés sous forme de petites îles.
Et alors tout simplement notre but en tant que joueur, c'est de plus ou moins reconstituer ses souvenirs. Donc on va se déplacer d'île en île et les îles donc représentent les grands chapitres de leur amitié. Puis plus ou moins il va falloir symboliquement rallumer grosso modo la flamme de leur mémoire pour les sauvegarder leurs souvenirs à l'abri du temps et débloquer les niveaux suivants. En termes de gameplay, autant vous dire que vous n'aurez pas besoin de beaucoup de choses, si ce n'est de votre joystick et d'un bouton d'action. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est même un peu frustrant par moment. Donc vous l'aurez compris, vous amenez Arina va porter la lanterne qui symbolise un peu cette commémoration de leur amitié et va devoir se déplacer d'un point A à un point B. La subtilité, attention, c'est que quand vous vous déplacez à gauche ou à droite, ça vous fera avancer ou remonter dans le temps, mais aussi vous déplacer dans l'espace. Oh, putain, galère. Ah mais c'est simple. Non, franchement, c'est dit comme ça a l'air super compliqué, mais c'est hyper simple et en fait, tu t'y fais. Parce que forcément, tu vas faire des allers-retours pour voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est bien ce que tu vas devoir faire, puisque faut s'imaginer qu'en fait, c'est des petites îles où c'est vraiment du parcours bête et méchant. Donc, t'as des décors qui vont s'animer autour de toi au fur et à mesure de ta progression sur l'île. Et qui vont parfois te mettre des obstacles ou des bâtons dans les roues par moment. Et tu vas devoir plus ou moins analyser tout ça et faire en sorte de trouver des petits mécanismes qui vont te permettre de te débloquer ou d'activer une chaîne d'événements qui va en fait faire en sorte que par exemple la pierre qui s'écroulait devant toi va dévier son chemin dans l'eau ou voilà. En fait, c'est toi qui déclenche le pattern. Je vois ce que tu veux dire. Il est fixe plus ou moins. Enfin, j'imagine. Ouais, le pattern de base est fixe et en fait, c'est toi qui va, par exemple, déclencher une cloche qui va permettre à un arbre de tomber et puis de dégager ton chemin. D'accord. C'est hyper minimaliste parce que quand je vous dis petite île et j'insiste sur le petit, c'est que elle est, vraiment, je pense qu'un chapitre se règle en à peu près 5-10 minutes, quoi. Qu'il n'y a pas de notion c'est pas un jeu de plateforme, donc il n'y a pas de notion il faut chercher où aller. Tu sais que tu dois aller au sommet de l'île pour résoudre ton chapitre, mais par contre tu sais pas par quel moyen tu vas y accéder et tu vas devoir par moment faire vraiment beaucoup d'allers-retours pour rewind dans le temps et comprendre ce qui est en train de se passer sur cette petite île et ce qui va potentiellement te poser problème pendant ta progression. Quand tu reviens en arrière, il recule ou il recule. En fait, littéralement, tu te déplaces donc en avant et en arrière et les persos vont reculer quand tu vas reculer, mais le temps va rewind aussi en même temps. Ouais, parce qu'en fait, c'est ce que tu disais, tu revis leurs souvenirs. Donc en fait, c'est linéaire et tu ne fais qu'avancer dans leur histoire. Tu ne fais qu'avancer. Et en fait, cool. c'est vraiment juste la notion de en fait, ils sont en train de. Ce qui est drôle, c'est que les petites îles, elles ont une DA bien sympathique puisque quand je vous disais minimaliste, c'est pas vraiment le cas, mais en fait, elles sont créées avec beaucoup d'objets du quotidien et qui en fait ont tous un lien avec le souvenir qu'ils essayent de reconstituer. Ah ouais. Donc on se retrouve avec du level design hyper chiadé parce que ça se joue vraiment sur les petits détails. Il y a vraiment pas grand chose parce que c'est une île, autour de toi il y a de l'eau, mais l'île est vraiment constituée de petits éléments qui sont vraiment grossis. Donc on va se retrouver avec une piscine gonflable géante, un tuyau d'arrosage qui va te permettre de traverser d'un point A à un point B. Et c'est plein de ces objets-là qui sont vraiment hyper bien, mis en avant et qui font vraiment le charme de la DA en fait. Grosso modo, il va vous falloir amener Arina et Friend jusqu'au sommet. Arina va, quand elle va devoir porter la petite lanterne que vous aurez à déposer au sommet, Friend lui va devoir actionner les mécanismes, justement les trouver et actionner les mécanismes qui vont permettre de soit vous débloquer
une route, soit alors ça va vous paraître un peu compliqué, mais il y a des éléments qui vont absorber la lumière qui est dans votre lanterne, et sans lumière, si vous arrivez au sommet, ça ne marche pas. Donc il va vous falloir justement jouer un peu analyser un peu le terrain, et savoir à quel moment vous pourrez récupérer la lumière, ou si vous avez un moyen de faire en sorte d'éteindre la lumière volontairement pour pouvoir passer le chemin et puis récupérer la lumière dans un second temps. Et c'est que des petites séquences où c'est franchement pas compliqué en termes de difficulté, mais c'est hyper plaisant parce que même sur la base du même pattern, on arrive vraiment à varier l'aventure et à se retrouver dans des mécanismes qui sont plus ou moins connus, mais qui seront toujours agencés de façon différente et assez différente pour pouvoir varier un peu le plaisir, quoi. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait les deux personnages, mais est-ce qu'il y a un seul bouton d'action? C'est-à-dire que tu vas surtout jouer avec le garçon pour la... En fait, grosso modo, quand tu vas arriver au niveau d'un mécanisme à enclencher, c'est friend que tu vas devoir plus ou moins placer de sorte à ce qu'il puisse actionner le mécanisme. Et après, Arina, elle, pour le coup, n'a que le rôle de déplacer la lanterne. D'accord. En fait, elle suit. Elle va suivre. En fait, ils vont toujours se suivre, sauf à certains moments où leurs chemins vont se séparer. Et à ce moment-là, il y aura deux actions plus ou moins différentes à déclencher des deux côtés pour pouvoir débloquer le passage pour qu'ils se retrouvent sur la même route. Mais quand tu fais avancer les personnages, c'est les deux en même temps. Ouais, toujours. Okay, en fait, il n'y a pas un moment où t'en prends qu'un ou tu contrôles l'autre. C'est toujours les deux en même temps, et toujours forcément peut-être à des niveaux différents, mais toujours ils avanceront toujours ensemble de toute façon. Pourquoi j'avais dit pépite et retirer pépite? Le gros bémol du jeu, c'est quand même la durée de vie. J'ai plus ou moins rushé le truc en 3 heures. Grosso modo. Okay. Et 3 heures. Ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Moi, je me suis bien amusée, donc pour moi, ça a été, c'est largement gagné. Il est à combien Côté prix, il est à 17 € sur Steam. Ok. Et 20 € sur Nintendo, PlayStation et Xbox Store. Ok. Il y avait une promo en janvier sur. Ouais, il y avait une promo. Moi, même sur Steam, en fait. Moi, je l'ai pris en promo sur Steam. Je l'ai payé, 12 € je pense. D'accord. Pendant les soldes d'hiver, et c'est ça qui me l'a fait acheter sur PC plutôt que sur Switch. Puisque tu as une Switch maintenant. Parce que j'ai une Switch maintenant, je peux le dire. Tu vas craquer. C'est un cadeau de Noël. C'est un très beau cadeau. Je suis seul à part de Switch là, c'est ça? Pour l'instant. Oh là là. On en reparle dans 3 épisodes du Contrecast. Donc juste, le gros bémol, c'est la durée de vie, mais c'est aussi la difficulté, parce que finalement, même moi qui suis pas forcément très exigeante en termes de challenge, il y a des moments où c'est très très proche d'un walking simulator, parce qu'il y a 2-3 boutons à actionner sur le tas, et en fait tu fais une ligne droite sur l'objectif. Mais ça n'empêche que moi j'ai trouvé l'univers super mignon, qu'il y a vraiment, moi j'ai vraiment passé un bon moment. J'étais hyper sceptique quant au fait d'avoir encore une énième histoire d'amitié. Là j'ai trouvé ça super mignon, et ouais, mon seul très très gros regret, c'est de l'avoir pris sur PC, parce qu'il a aucun intérêt sur PC. Il se joue très bien sur Switch, et je pense que j'aurais d'autant plus apprécié sur Switch. J'ai l'impression que tout se joue bien sur Switch. Elle a changé, c'est terrible. Attendez. Elle a changé. Non, franchement, non, sur ce genre de jeu, je veux bien l'accorder. Il y a vraiment un confort que j'ai pas pu avoir en restant sur mon PC, plutôt que d'aller jouer dans mon coin sur mon canapé. Le format s'y prêtait bien. Au niveau musique, ça donne quoi? Niveau musique, c'est alors j'en parle pas parce que forcément ça m'a pas beaucoup marqué. Il y a une petite musique mais hyper répétitive, mais en fait il fait
tellement plus gaffe au bout d'un moment que c'est pour ça, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, c'est parce que ça m'a pas forcément marqué des masses. Voilà, si vous êtes curieux et que vous avez un peu de temps, allez-y. Forcément, je le conseille pas aux joueurs qui s'attendent à un truc de malade. C'est vraiment juste une petite découverte, une belle découverte, ma foi. Donc, si vous voulez le découvrir, vous avez le site soit du studio, donc The Voxel Agents, soit thegardensbetweens.com. Qui est déjà dans la description. Ketrus, t'as une question? Ouais, j'ai une question. Tu disais il y a zéro narration, c'est-à-dire ni ni écrite. Il y a pas de comment dire, il y a pas de dialogue en fait. Ouais. Voilà. D'accord, ça veut pas dire qu'il y a pas de narration. Oui, Okay. il y a bien une narration. Donc je te dis le fil rouge, c'est tu joues Arina et Friend qui sont potes, c'est des petits gamins qui en fait genre. Mais ce que je voulais dire, c'est il y a une narration écrite entre les plateaux ou Non. Rien. En fait, il y a un scénario, une narration qui passe par le scénario, mais il n'y a pas de dialogue ni de texte en fait. D'accord, ok, tu devines tout au visuel. En fait, le truc c'est que okay. À chaque fois que tu passes un niveau, forcément tu reconstitues un morceau de leur histoire et c'est l'ensemble de ces petits souvenirs que tu vas pouvoir retrouver et reconstituer qui vont faire que tu auras la vue globale de ce qui se passe. Du coup, c'est un peu dommage que la musique soit répétitive, quoi. Ouais. C'est sûr. Zef? Ouais, j'avais une question pour Ketrus. Est-ce que tu veux me passer ma Switch qui est derrière toi, du coup? Et, je vais le mettre sur ma wishlist tout de suite. Mais, il va vraiment le faire en direct. Si, c'est fait. Ouais, ça me fait mal au cœur de faire ça. Ce qui me permet de poser une dernière question peut-être, au niveau de la mécanique du jeu, tu disais, donc t'as des choses à faire sur une île. Est-ce qu'il y a des interactions entre les îles ou c'est vraiment des niveaux, linéaires? Non, c'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que je veux flouer personne sur le produit. C'est un truc hyper linéaire, c'est-à-dire que tu passes de chapitre en chapitre, il y a pas forcément de lien si ce n'est le fait que c'est des morceaux de souvenirs que tu débloques. L'histoire avance quoi en fait. L'histoire avance, tu reconstitues ce que tu vas plus ou moins rassembler et imaginer comme étant l'histoire. Mais franchement, il y a pas de difficulté, mais les mécanismes sont sympas. Ça, on peut au moins l'avouer. Et ça dure 3 heures. Donc, au pire, c'est 3 heures où tu vas enchaîner un truc hyper enfantin. Mais au moins, moi, j'ai trouvé ça hyper agréable à regarder, en tout cas. Après, justement, c'est comme tu disais, c'est une équipe qui vient à la base de jeux mobiles et qui là fait son premier jeu, il me semble, sur console. Et c'est peut-être une entrée vers la suite. Donc, peut-être qu'on sera amené à voir des choses. En fait, moi, je vais les suivre avec plaisir maintenant. Je t'avoue que quand tu regardes le catalogue de base, c'est... On a compris que c'était pas forcément tes jeux de prédilection. Ok, en tout cas, merci de nous avoir reparlé de ce petit jeu qui a l'air très sympathique. J'avais prévu de le faire d'ailleurs, parce que j'avais vu en promo sur le PSN il y a pas très longtemps. Donc c'est The Gardens Between, qui est dispo, comme tu disais, sur PS4, Switch, PC, et c'est entre 15 et 20 euros, selon une douzaine et une vingtaine d'euros selon les promotions du moment. Merci Anya. Vous ne jouez pas à l'enquêteur, vous êtes un enquêteur. C'est exactement la phrase qu'on peut lire quand on découvre le jeu détective. Zef, enfile ton plus beau chapeau et dis-nous tout. J'ai pas de chapeau parce que j'ai un casque, mais on s'en fout, de toute façon on verra pas sur le podcast. Okay. Du coup, je vais vous parler d'un jeu d'enquête. Je vais pas dire jeu de plateau, c'est pas vraiment un plateau. Un jeu qui s'appelle Détective. Alors désolé parce qu'il est en rupture de stock. Je suis en train de voir là sur le site. Ouais, j'ai vu aussi, mais j'allais le dire. Il a trop cartonné. Alors pour la fiche Wikipédia, donc c'est un jeu polonais qui nous est offert par Przemysław Rimmer, Ignacy Trewisek, Jakub Lapote. Et on s'excuse pour la prononciation. Voilà, désolé, j'ai écorché les noms, mais au moins c'est dit. Illustrateur, c'est Aga Jamiek et Rafal Sima. Ou quelque chose comme ça. Donc c'est édité chez Yellow, et c'est un jeu qui est aux alentours de 40 euros, un peu plus de 40 euros, je crois. C'est ça. Voilà. Vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'adore les jeux d'enquête, les jeux d'escape, les trucs où il faut structurer un peu les méninges pour découvrir ce qui s'est vraiment passé, donc les jeux d'énigmes, tout ça. Et quand j'ai vu Détective il y a 2 mois environ, 2 mois et demi, je l'ai instant buy.
Hop, c'était envoyé, acheté. Dès que je l'ai reçu, je l'ai ouvert, j'étais ultra content. C'est un jeu qui paye pas de mine quand on voit la boîte, qui est un peu genre polar, un peu sur fond bleu. Il y a marqué détective en gros, un jeu d'enquête. C'est vraiment ultra violent. Le sous-titre, c'est un jeu d'enquête moderne. Ouais, c'est ça. C'est vraiment bizarre. Si tu connais pas le jeu, tu vois le truc, tu fais OK, je passe. Quand on ouvre la boîte, on voit des paquets de cartes et un plateau qui doit faire 15 cm sur 15, qui doit pas vraiment très joli ou quoi que ce soit. Mais c'est sûrement, comme je l'ai dit en intro, le jeu d'enquête le plus poussif, le jeu de plateau d'enquête le plus poussif que j'ai vu. Poussif? Ouais. Dans le sens, tu vois, enfin là, désolé, tu vois Sherlock, les trucs comme ça? Oui. C'est encore un peu plus dur. D'accord. Mais poussif, ça veut dire... parce que tu enquêtes vraiment, en fait. Qui est exigeant. Ouais, enfin poussif dans le sens où si tu fais pas... T'as beau avoir des pistes, comme dans tous les jeux d'enquête un peu extrêmes, tu lis pas tout. T'as pas toutes les réponses, t'as pas interrogé tout le monde, t'as pas le temps. Et à la fin, en fait, tu vas essayer de résoudre l'enquête, mais t'as pas tout compris, tu vois. Là, c'est pareil, sauf que il faut vraiment que tu connecte les dots dans ta tête. Et en fait, quand tu ouvres la règle de base, les mecs te disent OK les gars, enquêter, ça veut pas dire lire des cartes, ça veut dire prendre des notes, ça veut dire prendre des post-it, faire du fluo ici et là pour vous souvenir d'un truc, faites une carte mentale, posez-vous des questions, essayez de pousser des pistes jusqu'au bout et tout. Et en fait, tu te répètes une fois, tu fais OK, c'est bon, j'ai à peu près compris. Tu continues et t'as des petites notes régulières qui disent pensez à enquêter, pensez à faire ça, pensez à prendre des notes. Et tu fais c'est bon, je suis pas trop débile non plus, merci. Tu continues, tu as fini les règles qui sont vraiment très simples, hein, je vais y revenir après. Tu ouvres le premier livre d'enquête, donc t'as 5 paquets de cartes qui représentent les 5 enquêtes, c'est une campagne entière. Coop, hein, c'est ça? C'est coop, ouais. Ça se joue de 1 à 4 joueurs, 1 à 5, j'ai un doute, 1 à 4. 1 à 5 joueurs, et t'en as coop pour en solo parfois. 1 à 2 heures par partie. J'ai fait des parties qui ont duré plus 3 heures que 2 heures. Et donc voilà, tu ouvres le livret d'enquête, tu ouvres ton paquet de cartes et tu te dis attention, lisez pas toutes les cartes parce que c'est évidemment l'enquête. Et donc tu ouvres l'enquête et t'as encore un signalement qui dit pensez à prendre des notes, faites attention, prenez bien, faites une carte mentale, machin et tout. Tu fais OK, c'est bon, vous prenez vraiment pour un débile. Tu fais la première enquête, tu fais oh putain, j'aurais dû prendre plus de notes. C'est trop chaud, j'ai pas pris assez de notes. On se l'avait dit pourtant. Hein. Et franchement, c'est chaud quoi. J'ai fini les 5 campagnes là. Pardon, j'ai fini les 5 campagnes, les 5 scénarios. Donc la campagne de base, je crois que j'ai un total de 12 heures de jeu en tout. Comment ça se joue? Donc on a un deck de cartes qui dit à faire une. On ouvre le livret de base avec l'enquête. Tu as une mise en situation. Donc grosso modo, on est des enquêteurs dans un truc qui s'appelle Antares, qui est un groupuscule du FBI, grosso modo, genre des consultants du FBI, on va dire. Et on t'amène une enquête de base en disant bah voilà. Il y a eu un mort là, on a retrouvé un objet, c'est une montre, faudrait que t'enquêtes sur ça en fait parce qu'il y a un truc bizarre sur la montre, elle date en fait de la Seconde Guerre mondiale et on voudrait savoir d'où ça vient en fait. Truc vraiment débile quoi, tu vois, et tu commences à tirer un fil et après t'as la pelote de laine qui tombe sur la gueule et tu dois tout démêler. C'est à peu près ça. Et comment ça joue? Donc t'as un petit plateau de jeu devant toi sur lequel t'as la notion de jour, la notion d'heure donc tu commences à 8h et tu finis à 16h ta journée et au-delà t'as les heures sup jusqu'à 7h du matin, d'accord? On te demande de choisir un personnage qui a une capacité spéciale grosso modo et qui va te donner des jetons. T'as plusieurs jetons qui vont te permettre par moment d'enquêter plus sur un sujet ou un autre. S'il faut fouiller des documents dans les archives, t'as un jeton spécifique. S'il faut être un peu plus violent ou pousser un peu un témoin pour avoir des indices, c'est un autre jeton et ainsi de suite. Donc suivant les enquêteurs que tu vas avoir, tu vas pas pouvoir faire toutes les actions et c'est un premier élément bloquant. Le second élément bloquant, c'est qu'à chaque fois que tu vas choisir une piste, donc tu finis le brief du livret de règles, et ils te disent voilà, vous avez 3 pistes. Grosso modo, prenez la carte 101 pour aller au tribunal faire ça, prenez la carte 105 pour aller au poste de police chercher dans les archives, prenez la carte 117 pour faire ça, machin et tout. Chaque déplacement va te coûter du temps en heures.
donc 1 heure de déplacement par exemple, et chaque carte que tu vas tirer va te dire bah ça t'a pris 2 heures pour faire cette action, d'accord? Jusque là c'est simple, pas trop compliqué. Tu tires ta carte, donc tu te déplaces sur le petit plateau pour savoir à peu près où tu es, mais vraiment c'est accessoire. Tu déplaces le jeton de temps qui est vraiment la clé du jeu, et à la fin du brief en général on t'a dit bah voilà t'as 3 jours pour résoudre l'enquête. Tu as tant de points de base pour dépenser au fur et à mesure du jeu pour parfois acheter des trucs ou acheter des actions, grosso modo. Et surtout, tu as une limite de points de stress. Les points de stress, c'est quand tu dépasses tes heures sup. Pour 1 heure dépassée, tu as un point de stress. C'est une façon de te bloquer dans l'enquête, en fait. Oui. T'as un pion ou t'as... excuse-moi. Ou t'as un pion par joueur? Non, t'as un pion. Les joueurs se déplacent en groupe, toujours. Okay. Mais du coup, tu parles de cette histoire de temps, donc c'est un jeton que tu déplaces, mais le temps que tu vas passer sur ta carte... Tu le déplaces aussi comme ça. En fait, par exemple, si tu vas de ton QG au tribunal, ça t'a pris 1 heure. Ça, ok, c'est le déplacement. Après, ensuite, tu prends la carte tribunal, je sais pas, fouiller le fichier machin. C'est ça. Ça t'a pris 2 heures, tu redéplaces de 2 heures. Mais du coup, le temps où tu fouilles, c'est 2 heures. C'est ces 2 heures-là, en fait. C'est la carte que tu vas lire ensuite. Tu prends le temps que tu veux à ce moment-là, tu prends tes notes, c'est le temps du jeu, c'est pas le temps en jeu, c'est pas le temps que tu joues autour de la table. Parce que du coup, tu m'as mis le doute en parlant d'heures sup. Les heures supplémentaires, c'est quand je te dis en fait le groupe est représenté par des horaires de fonctionnaires, hein, ça reste des fonctionnaires finalement. Quand tu arrives à la fin de ta journée, techniquement tu t'es arrêté, mais tu peux fouiller encore la piste. Ok, d'accord. Et c'est là où tu vas prendre des heures sup, donc des jetons de stress. C'est une mécanique de jeu qui te permet en fait de pas fouiller et enquêter autant que tu veux, parce que finalement les gens ils vivent aussi autour de toi, donc c'est une mécanique qui te permet de simuler la ville et la vie autour de toi. Tu avais une autre question, Ketrus? Ouais, du coup c'est un coop, mais les actions, il y a un système qui fait que tous les joueurs vont prendre une décision, ou est-ce que c'est collégial? C'est collégial. C'est ok, on fait quoi? C'est pour ça 5 joueurs ça me paraît beaucoup, hein. Au-delà de 3 vraiment c'est dur, je pense que ça sert à rien. Il y a des gens qui vont pas forcément comprendre correctement les choses, ça reste des cartes. Moi je l'ai fait à 2 et c'était tip top. Ok, tip top. Donc voilà, donc tu tires ta carte, t'es au tribunal, bam, et là t'as un texte d'ambiance et grosso modo t'as un texte d'ambiance, t'as des pistes aussi qui sont à l'intérieur et parfois ils te disent consultez le fichier numéro 117. Mais tu le consultes sur internet parce que t'as un site dédié pour ça sur Antares, crée ton compte, blabla. Ils te disent vous êtes où à la campagne, bam, bouf, ça t'ouvre le truc et là tu vas consulter les fichiers, tu vas avoir des retranscriptions de témoignages, tu vas avoir tu vas rentrer des codes ADN, tu vas rentrer des codes d'empreinte, tu vas rentrer plein de trucs qui vont parfois matcher avec une autre piste. T'as consulté un fichier, ils ont fait le relevé d'empreinte, tu le rentres dans ton site internet. Ensuite, plus tard dans l'enquête, tu vas voir un accident, tu vas voir que l'empreinte elle match à 80%. Et tu dis, ok, c'est une piste, ça veut pas dire que c'est forcément la personne, c'est-à-dire qu'elle match à 80%. C'est peut-être elle, c'est peut-être quelqu'un de sa famille, c'est peut-être quelque chose, donc t'as toute une stratégie. Ouais, une stratégie, une mise en pensée qui se met en fait. Là où le jeu est vraiment dur, c'est qu'ils te le disent clairement, il y a, n'importe quoi, 40 cartes, 60 cartes dans le deck, dans l'enquête, d'accord? Ils te disent, vous n'arriverez jamais à lire toutes les cartes. C'est impossible. Donc, il faut creuser ta piste en permanence. C'est-à-dire que si tu commences à dire, ok, je vais au tribunal, finalement, je vais faire autre chose, tu t'as perdu. Tu perds trop de temps. T'as perdu du temps et à la fin des 3 jours d'enquête, t'as rien compris du tout à l'enquête. Enfin, t'as compris les trucs, mais pas l'essentiel. Et du coup, t'as perdu le fil. Et il faut pousser, en fait, ta piste au maximum à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, parce qu'il faut se rendre compte, parfois ta piste, ça sert à rien. Elle est froide ou, grosso modo, elle te mènera à rien dans ce truc-là. Et en fait, tu vas dérouler le truc, t'as un demi-système de points, entre guillemets, qui fait comprendre que t'es sur la bonne piste ou pas. Et c'est super important, parce que parfois, vraiment, tu te dis, putain, je comprends pas ce que je dois faire, c'est chaud. Et une fois que t'as fait tes 3 jours d'enquête, t'as compris sur quoi t'étais en train d'enquêter, mais t'as surtout compris qu'il y a un truc plus énorme de tout, qui va arriver d'un coup, en fait. Et le jeu te le fait comprendre de 2 façons. Une, t'as trop d'éléments sur plein de choses autour. Je sais même pas comment expliquer ça sans spoiler. T'as tellement d'éléments dans l'enquête que tu comprends que c'est un truc forcément gros, quoi. T'as tellement à un moment, faut comprendre comment fonctionnent des sociétés écrans, comment fonctionnent des sociétés qui possèdent d'autres sociétés, comment les conseils d'administration dans certaines sociétés fonctionnent pour pouvoir comprendre qui est lié avec qui et le reste. D'accord. Alors ça paraît pas forcément possible pour tout le monde, mais dans un mode de jeu ça commence à être complexe en fait, parce que t'as des noms à retenir,
t'as des noms à retenir dans tous les sens. Bah, faut noter, de toute façon, ça, ils te le disent. Ah ouais, clairement. Ouais. Faut lire. À un moment, j'avais des fiches par nom, en fait. Ok, lui, c'est machin, il a tel âge, il est machin, il est roux, il fait telle taille, il fait tel poids, c'est super important, ça aussi. Sa pointure, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Ah, attends, putain, lui, il était un ancien militaire. Ça voudrait dire qu'il pourrait se battre avec sa machin, parce que lui, il est mort comme ça. Ouais, mais il est trop petit, suivant ce que le légiste, il me dit, c'est pas possible. Mais pourquoi je dis ça? Parce que à la fin, en fait, t'as aucune réponse à l'enquête. T'as aucun moment, ils disent, hey, t'as gagné. En fait, voilà, c'est ça qu'il fallait trouver. Non, c'est pas ça du tout. À la fin, en fait, le jeu, le site internet de l'enquête, première enquête, le site te pose des questions et dit, ok, alors, qui c'est qui a fait ça? Tu fais, putain, mais j'en sais rien, en fait. À aucun moment, j'ai trouvé un mec qui m'a dit, c'est lui le meurtrier. Non, t'as pas ça du tout. Et tu dois vraiment essayer de comprendre les choses tout le temps. Et c'est que la première enquête. Parce que la deuxième, elle est ultra fat. Trop bien. Je parlais la deuxième façon, donc le jeu te fait comprendre que l'enquête est fat, c'est que dans l'enquête numéro 1, à un moment, tu vas trouver une piste qui va t'amener à une carte qui dit, cette carte-là, mettez-la dans une pochette genre évidence, okay. Tu vois, truc que tu scelles, et dit, mettez-la dans l'enquête numéro 2, ou l'enquête numéro 3, ou l'enquête numéro 4, ou ça. Ah, c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est un truc qui va revenir plus tard, et tu sais qu'en fait c'est une campagne de ouf, parce que quand tu la lis pas cette carte, tu la mets tout de suite dedans, tu la ranges dans l'enquête où on te dit de la ranger, et quand tu commenceras cette enquête, on te dira ok, t'as le brief, maintenant ouvrez les trucs que vous avez mis de côté, et là tu vas prendre des trucs, tu fais mais putain c'est chaud, et voilà. Et franchement c'est si vous avez déjà joué à des jeux type Sherlock, trucs comme ça, c'est encore une step au-dessus quoi. Parce qu'il fallait fouiller sur Wikipédia des trucs. Parce qu'à un moment, le jeu te dit sur une carte, il y a marqué un petit symbole Wi-Fi et le mot qui est souligné. Et ben tu vas sur Google et tu regardes ce que c'est et tu fais ah ok, alors là en fait on est sur la décomposition cellulaire. Je comprends pas pourquoi c'est dans le jeu, mais il y a un truc. Et en fait ça t'emmène à autre chose, ça t'emmène sur des opérations qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, ça t'emmène sur des points spécifiques de la Pologne, ça t'emmène et c'est fat. Et franchement, je dis pas que chaque truc que tu vas aller voir se sert vraiment dans l'enquête, mais ça te donne une carte globale de ce qui peut s'être passé à un moment dans une enquête avant toi, quand tu reprends les affaires des autres. Du coup, ça se base beaucoup sur des faits historiques ou le jeu est complètement fictif. D'accord. Mais il y a beaucoup de faits historiques de la Seconde Guerre mondiale, entre autres. Parce que, pour rien à cacher, tu trouves une montre de la Seconde Guerre mondiale qui appartenait à un nazi allemand. Et grosso modo, on dit, ok, pourquoi c'est aux États-Unis? Donc, ça sous-entend qu'il y a un nazi après la Seconde Guerre mondiale, qui est arrivé aux États-Unis et qui a vécu sa vie. Pourquoi? Et en fait, toute ton enquête part juste de ce point-là, en fait. Et tu enchaînes ça pendant 5 enquêtes, soit environ 12 heures. T'as déjà fait les 5? Ouais. D'accord. Et du coup, les actions que t'as fait au début, premier, deuxième, les choses que tu vas retrouver plus tard. J'ai pas tout retracé. En fait, je m'étais dit à la fin, ok, je lirai toutes les cartes pour comprendre. J'ai commencé à le faire, c'est vraiment très long pour le coup. Ouais. Mais tout est lié, ouais. Tout est super lié. Tu peux pas y rejouer du coup? Non. Ah, c'est un truc jeu, c'est écrit partout. 12 heures de jeu. Hein. 12 heures de jeu, ouais. Aujourd'hui, un jeu de plateau, quand t'as joué plus de 10 heures, tu l'as bien rincé déjà. Et du coup, il est en rupture de stock, et t'as plus besoin du tien, quoi. Alors si, j'en ai encore besoin parce que... Bien tenté. Petite question. Yellow, dans leur immensitude de bienveillance, ont mis en place une 6e... Alors, j'imagine que c'est les auteurs qui les ont fait, mais ils ont mis un DLC gratuit d'une 6e enquête. Excellent, d'accord. Alors, elle est plus disponible maintenant sur leur site parce qu'elle était disponible juste sur la fin d'année et jusqu'au 6 janvier. Bon, je l'ai téléchargé pendant ce temps-là et en fait, ils te donnent des cartes à imprimer, ce que j'ai imprimé à un moment. Je l'avais mis sur Twitter en disant, ok, je prépare ma 6e enquête. Ce qui est dommage, c'est que c'est une enquête qui est apparemment plus simple que la campagne de base, et ils disent grosso modo c'est une grosse intro qu'il faut faire avant d'attaquer le gros jeu. D'accord. Donc je me la garde sous le coude, je vais la faire bientôt, et du coup voilà. C'est un jeu ultra fat, c'est vraiment tordu quoi. Encore une fois, c'est le genre de jeu, comme je parlais de Hunt Killer la dernière fois, c'est le genre de jeu où t'as pas les réponses et il faut comprendre les demi-réponses, les pistes que tu arrives à comprendre, faut les mettre ensemble pour dire ok, je pense que la personne qui a fait ça, c'est ça. Je pense que du coup, lui, c'est quelqu'un d'autre que ce qu'il dit qu'il est, et en fait, il a fait ça, et en fait, tu ouvres une boîte, putain, il y a encore une boîte dedans quoi. Vas-y, c'est comme ça. Et c'est pas style Legacy, là, t'as tout ce qu'il faut, t'as pas, quand tu as déjà joué, le jeu est pas
Et pas dégradé. Non, du tout, non. J'ai remis toutes les cartes dans le bon ordre et tout, machin. Mais je te le prêterai avec plaisir. Franchement, tu vas mais il faut vraiment enchaîner, par contre. Faut pas attendre 3 semaines entre les parties. C'est pas possible. Tu sais qu'ils vont faire, quoi. Et je crois qu'à la fin des 5 campagnes, on avait un demi-carnet de notes rempli chacun. Putain, ça me chauffe. C'est pas mal. Et j'avais des post-it partout. Mais quand je dis j'avais des post-it partout, j'avais vraiment des post-it partout. Hein. Je collais les post-it sur la table. Ok, ce piste-là, elle est faite. Est-ce que c'est intéressant? Non, je sais pas. Ok, on va aller là, machin et tout. C'est fat. Mais déjà, tu vois, dans Watson et Holmes, tu écrivais beaucoup, quoi. Ouais, mais tu vois, à contrario, dans Watson et Holmes ou dans Sherlock, tu écris énormément, mais à la fin, tout n'est pas intéressant du tout, en fait. Alors que là, chaque piste que tu as, vraiment, chaque info nouvelle, tu fais, oh putain, ça va m'aider. Et en fait, parfois, t'as une info qui pop, tu la comprends pas, et dans l'enquête 2, tu fais, oh putain, ça revient, et tu reviens sur ton truc, en fait. C'est vraiment, faut prendre toutes les notes, tout le temps. Mais ils le disent, c'est écrit dès le début. C'est écrit 10 fois, mais vraiment, j'insiste. Tu as une question. J'avais une question, que j'ai oublié. Oui, non, pardon. À la fin, t'as terminé ces 5 histoires. Est-ce que t'as réussi ou t'as raté? Est-ce que t'as un score? Ah oui, pardon, c'est vrai. En fait, quand tu finis l'enquête, donc t'as le site qui te pose des questions. Grosso modo, tu fais ton rapport à ton chef et il dit OK, qu'est-ce que vous pensez de ça? T'as des questions secondaires, grosso modo, et t'as un système de points. Pour chaque question principale sur laquelle t'as la bonne réponse. Alors c'est une question à choix multiple à la fin. Ils sont vraiment sympas parce que parfois tu fais des questions, je sais pas du tout. Allez. Je sais pas du tout ce que t'es en train de me dire. La réponse D. Tu me poses une question, je j'ai pas la réponse. Et il y a marqué donc réponse A, B, C ou je ne sais pas. Ok, tu peux être honnête. Donc ils te disent clairement, si vous répondez à un truc faux, vous avez des points en moins. Si vous avez répondu je ne sais pas, t'as 0 points. Et à la fin, t'as un score global, moins les pions de stress. Et si t'as la moyenne, tu peux passer à l'enquête. Ils te disent que tu peux passer à l'enquête suivante. Si t'as moins de la moyenne, ils te disent OK, c'est fini. T'as foiré. Ta partie s'arrête. Tu peux continuer objectivement, mais t'as foiré parce que t'as pas compris l'enquête en fait. Et grosso modo, ils te demandent de la refaire parce que tu n'auras pas les clés pour l'enquête suivante. Ah oui. Et du coup, ce que si je fais la première enquête et que j'ai pas justement, comme tu dis, les clés suffisantes pour passer, quelles sont mes options? J'arrête de jouer, je continue, je recommence à zéro? Je pense que tu peux la refaire assez facilement, ou du moins reprendre. Alors c'est tricher dans un sens, mais reprendre les dernières pistes et pousser un peu plus loin en fait avec le scoring, enfin en trompant un peu le scoring pour essayer de comprendre, parce que objectivement refaire 2 heures d'enquête quand tu as tout fait, tu te fais chier quoi. Donc c'est le seul point négatif du truc, mais je pense que le jeu est assez bien fait pour que t'aies pas trop de problèmes pour ça. Moi on a eu qu'une seule fois le problème, fin d'enquête 2 en fait, où on disait ok, en fait on n'a pas la moyenne, on comprend pas ce qu'on a fait. On est revenu un peu en arrière, on a fait une piste supplémentaire, on s'est dit ah putain en fait c'est ça qu'il fallait faire, et là on a perdu du temps. Et du coup, on a pu passer le score. Mais c'était chaud, quoi. T'as pris un jeton de stress quand même pour... ouais, je de stress m'a laissé tomber. En fait, à un moment, tu fais, non, mais il faut faire des heures sup. Tout le temps. C'est tout le temps le cas, quoi. Ouais. Et il faut pas hésiter à dépenser ses pions, faut pas hésiter à payer des trucs et machin. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question de votre côté? Non, je vois que vous êtes tous motivés. J'ai l'impression. Très chaud, ouais. Grave. Okay. Moi, j'attendais ce format-là et c'est vrai que Sherlock, c'était pas foufou. C'est plat, quoi, Sherlock, ouais, comparé exactement. à ça. Vraiment. Donc, là, les recherches internet, tu kiffes de ouf. Trop bien. Eh ben merci Zef, donc c'était Détective, ça coûte une 40aine d'euros, c'est déjà dispo mais c'est dur à trouver, donc peut-être que ça va revenir en stock très prochainement. Le mois dernier, on vous avait parlé des défis et objectifs qu'on s'était fixés pour l'année 2019. On va essayer de se faire un petit point d'avancement à date pour voir comment ça avance, mais attendez, on se mettrait pas un petit jingle ? Déjà, on va en profiter pour rattraper les 2 personnes de l'équipe qui n'étaient pas là. Est-ce que tu as réfléchi, Anya, toi, à ton petit défi ? Très simplement, je pense que alors c'était un truc que je m'étais fixé déjà il y a bien longtemps en démarrant le blog, mais au moins faire un jeu indé, et quand je dis indé, c'est chercher la petite perle. La petite perle, quoi. Sur Switch ? Pardon. Pas forcément sur Switch, mais potentiellement. Ok. Un jeu par mois. Alors du coup, vu qu'on est en février, t'as joué à quoi le mois dernier ? Est-ce que c'est le jeu que tu nous as présenté aujourd'hui ? Exactement. Ouais, ça va, t'en sors bien. Ça va. T'as déjà ton plan sur février, parce que le mois se termine bientôt. Bah non, le principe c'est de chercher jusqu'au bout, quoi. Ouais, ok, d'accord. On va dire ça. Et du coup, pour la deuxième personne qui était pas là, donc c'est Hailey, qui n'est pas aujourd'hui avec nous, mais qui reviendra bientôt. Et je vais poser la question. Et elle, en fait, elle joue beaucoup aussi, et elle joue très très peu sur mobile. Et elle s'est dit, ok, il faut absolument que je fasse plus de jeux mobiles. Donc un peu comme toi, je dois faire un jeu par mois, mais sur mobile. Donc ça peut être stylé, c'est bien ça. Ça peut être un peu tout. Donc elle aura l'occasion de nous en parler prochainement. C'est très cool. Zéphiriel. Ouais.
C'est à toi. Ouais. T'en es où? Alors, à l'heure où on enregistre, j'ai pas posté sur mon blog mon truc, mais j'ai commencé à rédiger. Donc, je rappelle, je m'étais promis de jouer plus à Hunt the Killer, donc qui est un jeu d'enquête que je reçois sous forme de box tous les mois, qui est un jeu à scénario. Et du coup, là, j'ai les 8 premières box, donc la première saison, qui fait une seule enquête. Et je m'étais promis de continuer. Donc là, j'ai repris l'enquête depuis qu'on a enregistré d'ailleurs. J'ai ouvert les 5 premières box, donc j'ai ouvert une box de plus, je crois, et j'en ai tellement recherché des trucs que j'en ai rêvé. J'ai pété des câbles pendant, et j'ai fait putain, je pense que c'est ça en fait. Et ça m'a fait vraiment vriller dans tous les sens. J'ai commencé à rédiger un truc. Donc au moment où vous écoutez ça, normalement sur mon blog c'est dispo, j'ai fait un premier truc, et en fait j'arrivais pas à arrêter d'écrire les pistes que j'avais. J'étais à 4 pages de trucs en me disant putain, faut que j'arrête. Et en fait je décrivais toujours les trucs, donc j'essaie de faire un truc plus concis. Mais ouais, ça va être dispo. J'ai bien avancé dans ma réflexion, et c'est surtout, c'était cool parce que le fait d'écrire ça m'a fait penser à plein de pistes que j'avais loupées. C'est pratique. Prendre des notes, c'est super important. Et en fait, lisez le truc parce que c'est assez fat en fait comme enquête. C'est le syndrome du canard en plastique, ça. Tu sais, on dit quand t'es bloqué sur un truc, tu fais comme si tu le racontais à un canard en plastique. Et ça te permet de résoudre en fait tout seul des interrogations que t'arrivais pas à... Là, ce qui est cool, c'est que sur le billet de blog, en fait, j'ai fait que la première box parce que je veux me donner un peu de porc pour la soif. Mais du coup, ça m'a permis de vraiment reprendre base du truc et de voir qu'il y avait des trucs qui disaient dans la première box qui étaient viables pour la 5e. Ah ouais, c'est intéressant. Et du coup, c'est assez... Alors, je dis pas que c'est des vrais trucs, mais c'est une piste qui est très probable pour l'instant, pour moi. Non, mais c'est hyper vrai ce que tu dis, Ketrus. Enfin, déjà, le fait de parler de quelque chose à quelqu'un, ça peut te débloquer, ou même c'était même très scolaire à l'époque, quand tu prenais des notes de fiches de cours, ça t'aidait déjà à apprendre un peu ça. Donc finalement, le fait de ressasser ce que t'as fait, c'est pratique pour la mémoire. Et d'ailleurs, Ketrus, tu avais la parole. Toi. Ouais. Si je me souviens bien, c'était une sorte de jeu de cartes. Légende. Voilà. Hearthstone. Bah, écoute, c'est un peu trompeur le fait qu'on enregistre les émissions un peu avant. Oui, bah, juste ça prendra un jeu plus vite. Ah oui, c'est ça. Faut que je fasse comme si j'avais 15 jours d'avance. Ouais, je me suis remis à déjà remater tout ce qui était à la méta en fait. À me remettre dedans, voir les decks dominants, tout ça. Et ouais, je vais doucement là. J'ai l'objectif fin janvier. Normalement, quand vous écouterez ça, j'aurais réussi à passer 15. Je vais y aller doucement. Ça va. Bah ouais, je vais y aller doucement. Et puis après, voilà, l'idée c'est d'arriver à 5 au mois de février. Et puis voilà quoi. On n'avait pas dit 5 niveaux par mois, c'est tout, pour pas se donner trop de complexes. Faut que tu montes assez complexe. Bah, j'ai déjà fait les 5 niveaux. J'étais 25, je suis 18. Ouais, donc du coup tu peux y aller tranquillement. T'as le droit de faire des mois plus sympas. Plus sympa, ouais. Ok, d'accord. Ok. Mais du coup, est-ce que tu vas te mettre à jouer des choses que t'as envie de jouer, ou c'est objectif et à un moment tu vas jouer n'importe comment? Non, tu vas prendre le deck de la méta. Que des decks que j'aime jouer. Et bon, malheureusement, moi j'aime bien les decks un peu fringe, tu vois. Ouais. Qui sont donc pas tout ce qui est aggro et tout ça. Et ouais, là je m'éclate. Je suis sur un prêtre, le prêtre résurrect en standard et en wild aussi. Parce que je me suis dit je fais les deux. Ah oui, attends, est-ce que tu as mis à jour l'objectif d'être légende des deux côtés ou... Non, mais je vois ce qui me plaît le plus et en fait je choisirai quoi. Ok, c'est vrai que rien ne te l'empêche. Ce que tu peux. C'est pas le bon mois pour jouer en wild, mais. Ouais, non, je pense pas. J'ai pas l'impression. Parce que oui, parce qu'en fait c'est les qualifications pour le championnat du monde en wild. Donc, exactement. Donc wild qui reprend toutes les cartes depuis le début de la création d'Hearththone, là où le mode standard c'est les 2 dernières années. C'est ça, exactement. Donc c'est un choix à faire, mais c'est vrai qu'en wild c'est plus déséquilibré. Enfin, c'est compliqué en tout cas. Eh ben, à suivre. Et de mon côté, du coup, je m'étais engagé à lire 2 romans graphiques par mois, et qu'on soit en février ou en janvier pour l'enregistrement, j'ai déjà rempli mon objectif. J'ai notamment j'ai lu l'Arabe du futur tome 4 parce que j'avais commencé, donc il était sorti en 2014 le premier tome. Je savais quand j'ai lu le premier, j'ai compris que c'était pas le seul. Je fais il y aura une suite, ok, il y en a au moins 3. Et arrivé au 4, en fait, j'ai vu un petit climax de fin et je fais oui, en fait, il en reste 2 derrière. Et du coup, vu qu'il sort très lentement, Riyad Satouf, c'est un peu chiant, c'est un peu frustrant, mais bon, en tout cas, c'est très cool, j'ai adoré, surtout qu'il est beaucoup plus épais que les précédents. Ouais. Et du coup, je me suis mis à lire ce qu'il a fait d'autres, Riyad Satouf, mais des très vieux, et je pense un peu trop vieux parce que j'ai pas aimé, et d'ailleurs, je citerai même pas le titre parce que je recommande pas. Mais il a fait des trucs plus sympas, donc j'espère que je vais retomber sur des choses mieux. Les cahiers d'Esther. Ça, j'ai pas encore lu, pour le coup. Ça, c'est récent. Alors, c'est très inégal, je trouve, mais c'est super mignon. C'est vraiment super mignon. Ça fait partie des livres qu'on fait tourner, nous, parmi tous les membres de la famille, quoi. Les 2 enfants, ma femme et moi, et il y a une série animée, en fait, très courte. Sur Canal. Passe sur Canal, c'est ça, je crois, sur Arte, sur Canal.
qui en fait prend des extraits de la vie d'Esther et c'est vraiment cool quoi. Ouais, mais ça m'intéresse. Je l'ai pas encore lu justement celui-ci pour l'instant, mais je suis parti sur un autre que j'ai pas encore terminé. Je peux pas vous dire si c'est bien, mais juste parce que j'ai trouvé ça joli en rapport à Leak dont on parlait le mois précédent et voilà, je veux voir ce que ça vaut. Et je me suis même lancé un défi supplémentaire en fait. Allez, ça c'est normal. Ouais, alors en fait, j'ai envie de faire une sorte de calendrier sketchnote. C'est-à-dire... Ah oui, j'ai écouté dans John Cascast. Voilà, je me suis découvert un peu à cette passion-là et d'ailleurs, j'aurais même pu le citer dans le précédent podcast, mais on m'a fait un cadeau d'anniversaire en fait, c'est des stylos et du papier. Donc ça paraît tout con, mais c'est des trucs qui sont bien adaptés dans le sens où alors je vais pas citer les marques parce que je les connais pas, mais je vais écrire avec un marqueur noir plus ou moins important et par-dessus une sorte de surligneur qui ne fait pas de traces en fait. Donc ça va me permettre de faire c'est fait pour voilà, je suis pas du tout un spécialiste là-dedans, mais est-ce que vous savez ce que c'est que le sketchnote? Je vais dire non pour que tu répondes. Ouais, vas-y. Très bien. Eh ben on va passer au coup de cœur du coup. Alors j'aurais pu parler de Dead Cells parce que je joue beaucoup sur Switch, mais ça c'était juste pour le placer rapidement et je passe tous mes trajets dessus en ce moment et c'est trop bien. Mais non, je vous parle donc du Sketchnote qui est mon petit coup de cœur du moment puisque elle est magnifique la transition. Il y a pas de jingle en plus, je le fais comme ça à la voix. Et pourquoi j'aime bien? Parce qu'en fait quand j'étais petit, j'aimais beaucoup. J'aurais eu envie de dessiner, on va dire, plutôt comme ça. Mais je considère que j'ai jamais eu vraiment de talent, mais j'ai toujours eu cette appétence pour. J'aime beaucoup tout ce qui est très visuel, très joli. Enfin, ça se retrouve dans les jeux, dans les bouquins, tout ça. Et puis il y a pas très longtemps, j'ai rencontré quelqu'un sur Shaper qui m'a un peu ramené à un meet-up de gribouille, c'est-à-dire faire du dessin. Alors je sais pas ce que c'est Shaper moi. Shaper c'est une application de rencontres professionnelles. Tu peux dire que c'est un mix entre LinkedIn et Tinder. On peut résumer ça comme ça. Okay. Et là, tu vas faire des rencontres qui peuvent, d'ailleurs, ça pourrait même t'intéresser à des fins personnelles ou professionnelles. Carrément. Et en gros, tu mets ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu cherches, ce que tu peux apporter via des tags, via des phrases, etc. Moi, j'ai aucun but particulier sur cette application, si ce n'est rencontrer les gens. Et j'ai coché la case de me faire des amis. C'était pour montrer le côté un peu fun de ma perso, on va dire quoi. Mais j'ai pas envie de recruter des gens, j'ai pas envie de chercher des investisseurs pour un projet, mais je l'ai fait vraiment en mode fun. Et du coup, je tombais sur une personne que je trouve intéressante, qu'on s'est rencontré et qui m'a parlé de ça. Et du coup, ça a réveillé un truc qui dormait en moi depuis longtemps. Enfin, j'ai déjà fait plein de dessins moches que je montrerai pas. Et ah bah non, là maintenant c'est trop tard, faut les montrer. Mais du coup, voilà, je commence à m'intéresser à ça. Et le sketchnote, pour revenir au sujet principal, en fait, c'est de la prise de notes imagée, on va dire. Donc, c'est un côté plus sympa, plus ludique à prendre des notes en direct lors d'une réunion. Tu vas mettre un petit dessin, un petit picto, un petit truc. Et là où j'ai apprécié en fait l'atelier le meet-up de la Gribouille Academy, ça s'appelle comme ça, c'est le nom officiel. C'est en fait de montrer qu'avec trois traits entre guillemets, on peut faire quelque chose qui ressemble, enfin qui se devine assez facilement. Donc je vais pas dénigrer le travail des graphistes et illustrateurs, mais c'est en fait j'ai compris à force de voir des gens de m'exercer que même moi mauvais, je peux arriver à faire des choses sympas. Et du coup, je vais essayer de travailler un peu plus là-dessus. Et est-ce que ce défi que j'ai envie de me tenir, c'est de vraiment faire un truc par jour. Donc un dessin avec accompagné d'un texte, voire plusieurs si possible. Donc c'est vraiment très épuré, hein. C'est pas un truc qui va me demander des heures et des heures, sinon je ferais pas un truc par jour. Et je vais pas le faire en une fois aussi parce que on va dire aussi peut-être un peu de flemme, mais je vais peut-être le faire une fois par mois pour faire tout mon mois précédent en fait, enfin le mois passé. Et je note en fait chaque jour. Mais par des dessins seulement. Par des dessins avec un texte en plus quoi. Donc d'accord. Je suis encore un peu, je me trouve encore très mauvais sur la typo, sur le lettering, si ça s'appelle comme ça. Et mais je vais essayer de travailler là-dessus en fait pour voilà illustrer mes moments de la journée quoi. Un peu C'est un journal intime un peu, mais ouais, une sorte d'agenda intime en fait, on va dire. Mais ouais. Donc par exemple le jour d'enregistrement, je pourrais parler du podcast. Le jour où je fais du badminton, je dessine une raquette. Enfin, des trucs vraiment très très simples en fait, avec un poil de relief qui fait que ça rend joli, même si quand on connaît bien le dessin, en fait, je pense que c'est très primaire, très très basique. Je te montrerai Anya ce que ça donne. Non, mais voilà. Moi, il y a bien un truc que je dis à tout mon entourage, que ce soit mes amis ou peu importe des gens que je rencontre. Le dessin, c'est pas inné, mais ça se travaille. Et je commence à le comprendre. Voilà. Et voilà, exactement. Et ça part de rien, ça part de bonhomme bâton, ça part du fait que t'as envie d'expliquer une idée à quelqu'un au taf ou peu importe. C'est supposé être des aides et un outil supplémentaire pour pouvoir t'aider à t'exprimer. Et moi je trouve ça vraiment chouette que les gens recommencent à se donner le temps de dessiner ou de gribouiller comme tu dis, parce que voilà, c'est une forme d'expression qui est vraiment intéressante et il n'y a pas de subjectivité puisque je vais pas dire que c'est de la merde ou quoi.
parce que voilà, c'est hyper personnel et c'est avec le niveau de chacun, quoi. Mais voilà, la démarche est hyper intéressante et voilà, moi je suis hyper derrière ça et donc voilà, je suis ça avec beaucoup de. Je te montrerai avec plaisir. Excitation. Et voilà, donc j'ai fait le tour de ce truc-là, mais ouais, j'ai envie de travailler là-dessus. Je sais pas, je me suis lancé cet objectif en 2019, donc c'est très cool, voilà. Et on va passer au coup de cœur suivant. Du coup, Zephyriel par exemple. Ok, direct. Ok, moi non, je vais parler de jeux vidéo. Ça fait longtemps que je vais pas parler de jeux vidéo. Je parle que de jeux d'ailleurs, c'est cool. Alors c'est pas un coup de cœur récent, je suis désolé parce que j'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est sur Switch. Il y a Octopath Traveler. Il y a un autour de la main qui ont fait. Oui. On a fait un oui de la tête. C'est vraiment désagréable. Voilà, je l'ai vu en solde ou en promo sur je crois que c'était en fin décembre. Il était à moins 40% et je fais ok, je le trouve jamais aussi peu cher. Donc bam, je l'ai acheté direct. Et je l'ai acheté direct et les 8 prochaines heures de quand j'ai lancé le jeu ont disparu d'un coup. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai revu les yeux, je suis putain, déjà 8h du mat, ça c'est incroyable. Non, et là je vais être à 45 heures de jeu environ. Donc tu n'avais pas joué avant le dernier podcast, donc en un mois t'as déjà fait au moins tout ça, quoi. Si, j'avais commencé avant. Ah, c'est juste avant, d'accord. Attends, on a enregistré quand? Je sais plus, j'ai un doute. Tu commençais Gris à ce moment-là, ou t'étais sur Gris? Non, j'ai fini Gris déjà, donc ouais. Ok. Ça bon, fait bref, en 15 jours, quoi. 15 voire un peu plus de 15 jours, j'ai fait ça. Ouais, je sais, les nuits sont courtes. Et voilà, je sais pas comment dire d'autre que ça. Octopath Traveler, donc c'est un vieux jeu maintenant, il a 1 an, 2 ans je crois, sur Switch. Il est en pixel art 3D je crois, non c'est en pixel art mais il a une forme de profondeur assez cool parce que les choses sont posées en plan en fait de profondeur. Un peu à la Paper Mario pour imaginer. Ouais, exactement, et merci. Okay. C'est pixelisé de ouf, c'est trop beau. Visuellement, c'est un des plus beaux jeux pixels jamais vu de ma vie, je crois. C'est superbe. Et c'est un JRPG à l'ancienne, c'est-à-dire avec une, enfin, il n'y a pas une time battle en cours, mais bon, c'est chacun fait son action et puis on passe au personnage suivant, suivant une courbe d'action qu'il y a et on sait qui va agir dans les prochains tours. Et l'histoire est juste fantastique puisqu'on suit, on choisit un personnage principal, on commence son histoire qui est assez basique et lui va se balader, va rencontrer 7 autres personnages, d'où le Octopath, enfin 8 chemins différents. Et du coup, on va suivre on va suivre les chapitres de chaque personnage au fur et à mesure. Il y a 2 trucs qui m'ont vraiment touché dans le jeu. C'est chaque chapitre est indépendant. C'est-à-dire on peut pas vraiment foncer sur un personnage aller jusqu'à la fin avec lui parce que les niveaux conseillés sont de plus en plus hauts par logique. Mais comme chaque personnage est indépendant, il vit son histoire. Tu sais, c'est un peu tu te rappelles dans Final Fantasy VII, t'étais content d'avoir une histoire d'un des personnages plutôt que d'avoir l'histoire globale. C'est ça tout le temps. Donc je trouve ça c'est touchant en fait. Donc ça c'est bien et surtout dans ce truc-là, t'as aussi un mode où les personnages parlent entre eux. Ils se donnent des conseils, ils se donnent des trucs, donc je trouve ça assez mignon. Et le deuxième truc qui me plaît vraiment, c'est que t'as tout type d'histoire. T'as 8 histoires différentes. T'as l'histoire la plus basique du monde avec la nana qui est une prêtresse qui se dit ok, je vais faire un pèlerinage à travers le monde, machin et tout. C'est chiant as fuck, mais ça mérite d'exister. Et t'as le personnage qui genre ça va dans le glauquissime de ouf où le mec dit bah ouais, moi j'achète, enfin pas le personnage que vous incarnez, mais le méchant de ce personnage dit bah ouais, moi j'achète des meufs pour les violer tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Et tu fais ah ok, en fait on est vraiment dans les deux extrêmes, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc t'as vraiment toutes les histoires qui s'entrecroisent et du coup chaque personnage agit et réagit avec les autres sur ça. Et je trouve que c'est ultra beau en fait dans l'idée d'aventure en groupe en fait. Et moi ça m'a vachement touché. Et donc je l'ai pas fini. Là je viens de découvrir la deuxième partie du jeu parce qu'il y a des trucs qui se débloquent encore et ça défonce. J'étais gros kiff du moment. Ouais. C'est très bien. Anya? Toi, quel est ton petit coup de cœur du moment? Moi, c'est pareil. C'est un coup de cœur dont je vais vous parler aujourd'hui, mais qui me trottait à l'esprit. J'ai eu l'occasion de me le faire offrir à Noël, toujours. Donc c'est de la BD. Ça s'appelle L'Adoption. C'est en 2 tomes. C'est signé Zidrou et Arnaud Monin, il me semble. Alors j'espère que j'écorche pas les noms. Alors pour rappel, Zidrou c'est quelqu'un d'assez connu. C'est un
un BDiste, j'allais dire, un auteur de BD belge qui a notamment travaillé sur pas mal d'albums Spirou et Bill et Boule, il me semble, de mémoire. Boule et Boule. Bill et Boule. Bill et Boule, c'est peut-être une autre version. Voilà. Pour vous dire à quel point je connais mes classiques. Donc voilà, c'est l'adoption, c'est l'histoire donc comme le titre vous le fait entendre, d'une adoption de Kinaya, une petite fille de 4 ans qui voilà vient du Pérou et qui, suite à une catastrophe, perd ses parents. Elle se fait adopter par un couple de Français qui va la ramener donc en France. Elle ne parle pas un mot de français, va découvrir une culture totalement différente et va essayer de faire son bonhomme de chemin à travers cette vie familiale assez mouvementée. Et franchement, j'ai découvert ça moi en faisant un tour au musée de la BD quand j'ai été de passage à Bruxelles. C'est franchement un truc qui me trotte à l'esprit, pas envie d'enfant ou quoi que ce soit, mais voilà, je trouvais l'histoire hyper touchante et c'est en 2 tomes, c'est super rapide à lire, mais franchement c'est super chouette et voilà, et on en sort un peu avec le cœur un peu serré, mais c'est super cool et si vous avez le temps, allez-y. Je vais le mettre dans ma liste de choses à lire cette année, je pense. Oui, moi c'est une série que j'avais vachement décrié. En fait, on est un peu tous à l'avoir fait. C'est Titans, qui là est sorti sur Netflix, qui avant qui était sorti sur un autre truc. Et on pensait tous que ce serait tout pourri, hyper moche, parce que les affiches étaient dégueulasses. Et en fait non, c'est une putain de série hyper bien, hyper soigné, avec une photo assez bien foutue, et moi je suis hyper sensible à la photo et à l'éclairage en fait dans les séries, dans toutes les œuvres cinématographiques, et donc je la recommande vivement. Pour ceux qui connaissent pas Titan, c'est Teen Titan. Vous voyez à peu près ce que c'est. C'est dans l'univers. Non, pas vraiment. Pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais, mais bon. Pour ceux qui avaient vu le dessin animé Teen Titango, c'est quand même la même équipe, quoi. C'est pas les mêmes arcs, on est d'accord. Mais en gros, c'est d'un côté, c'est le Robin, donc Dick Grayson, le Robin que normalement tout le monde devrait connaître parce que c'est celui qui a perdu ses parents, qui était trapéziste. Celui qui est c'est le premier Robin. C'est le premier Robin qu'on a raconté dans plusieurs films, qui se barre, qui dit fuck Batman littéralement, hein, et qu'en a marre et qui devient détective privé. Et il travaille pour la police, mais pardon, vas-y. Détective, pardon. J'ai dit privé par réflexe, t'as raison. Qui devient détective et donc qui bosse dans une ville, qui se retrouve en fait sur les traces, enfin en tout cas il se retrouve avec une jeune ado qui s'appelle Raven, qui se retrouve dans le poste de police, et en fait ils vont commencer à vivre une aventure ensemble, enfin une aventure pas amoureuse, pardon, et comme des voisins, ils vont rencontrer 2 autres protagonistes, Starfire qui est une grande black habillée de strass avec un manteau en fourrure et une chevelure rose fluo qui pète le truc vulgaire de ouf. C'est que ça commence, en plus on commence à la voir en Russie, mais elle est amnésique et donc elle sait pas ce qu'elle a, mais en tout cas elle a un pouvoir, c'est de balancer, c'est de récupérer l'énergie du soleil et de pouvoir la balancer après, etc. C'était un des personnages les plus je sais pas qu'on a le plus critiqué, et en fait c'est un des personnages de comics et de séries les plus badass que j'ai jamais vu. À ce point-là. Ah ouais, c'est mortel, et ça fait du bien de voir des femmes fortes comme ça en tout cas dans les séries. Et ils vont aussi après s'acoquiner au 4e membre des Titans, qui va être Changelin, qui lui est un jeune adolescent avec les cheveux verts et qui pour l'instant peut se métamorphoser en tigre. Voilà. Okay. Et tout tourne un peu autour de Raven, qui a un père un peu bizarre, qui a des suivants, qui essaie de le récupérer, et elle des fois elle a les yeux qui deviennent tout noirs, et elle a des espèces de substances un peu de sorcellerie. Bref, j'en dis pas plus, que je vais pas spoiler. Et juste un tout petit coup de cœur de fanboy, parce que je l'ai vu hier soir et que je kiffais, et c'est pour encore revenir sur The International 2018 de Dota. Valve sort tous les ans du coup ce qu'on appelle le True Sight, The International et le truc, qui sont en fait le reportage qu'ils ont fait pendant la finale, où ils ont suivi les 2 équipes, et où en fait ils nous font revivre les matchs. J'ai commencé à regarder ça hier vers 1h30 du matin en me disant je regarde juste le début, et j'ai regardé 5 heures. J'ai regardé en entier, et j'ai revécu le truc comme un ouf. Et même quand vous connaissez pas Dota et que vous aimez l'e-sport, il faut le voir. C'est hyper inspirant. C'est
incroyable. C'est-à-dire que tu revois les actions, tu te rappelles certaines actions, et là tu vois les réactions des joueurs, mais ce qu'ils disent aussi, leurs paroles, etc. Et c'est hyper bien réalisé. C'est pro de chez pro, quoi. Donc je vous le recommande vivement. De toute façon, le lien est déjà dans la description, donc vous pouvez cliquer dessus. C'est trop bien fait ce podcast. Merci Ketrus pour ce coup de cœur et merci à tous et toutes. On arrive au bout de ce 5e épisode du Contrecast. On va faire un petit récap de ce qu'on s'est dit, ce qu'on nous a présenté. Donc, Ketrus avait commencé avec Wingspan. Anya nous a parlé de The Gardens Between et Zephyriel nous a parlé de Détective. Et ensuite, on a un peu fait le point sur nos objectifs défis du moment, suivi des coups de cœur. Alors, je vais pas oublier cette fois-ci, mais où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Zephyriel, par exemple. Ouais, Zephyriel, Twitter, sur Twitter, Facebook, tout ça. Et dans d'autres podcasts, par exemple. Dans d'autres podcasts, effectivement. Je vais juste parler du Défaussé parce que c'est ce que je fais le plus en ce moment. Donc, le Défaussé, c'est un podcast qui parle de jeux de plateau. C'est marrant, je fais que ça, du coup. Merci. Et, merci beaucoup. Et, on parle de jeux de plateau pendant 20 minutes toutes les semaines, tous les mercredis, on sort. Voilà. Très bien. À toi, Anya. Moi, tout simplement sur Twitter, pareil, Anya_gaming, ou sur mon blog que je vais bientôt, promis, relancer. Waouh. Oui, parce que mon dernier article date de il y a un petit bout de temps quand même. C'était pour la PS3, non? Bon. Sur le tot. Donc, Anya-gaming.com, tout simplement. Très bien. À toi, Ketrus. Moi, on m'en trouve dans d'autres podcasts comme Comics Outcast sur les comics et Whisperos sur Game of Thrones. Et sinon, ça aurait dû être aussi une résolution de l'année 2019 sur Instagram où je vais essayer de poster plus de photos. Parce que moi, je me trouvais nul en dessin, mais j'adorais l'image, donc j'ai fait de la photo. Ketrus, Ketrus. J'ai essayé de poster plus régulièrement. Parfait. Eh bien, merci encore à toute la team pour vos différentes chroniques, c'était top. Abonnez-vous évidemment, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et d'autres. Est-ce qu'on peut faire un petit compte? T'as combien de doigts sur ta main gauche, Ketrus, s'il te plaît? Ah, j'en ai 5. C'est exactement le nombre d'étoiles qu'on va mettre sur Apple Podcast ou iTunes, vous l'appelez comme vous voulez. Et puis que vous soyez dans la rue en marchant, en slip sur votre divan ou même en train de vous brosser les dents, eh bien, parlez-en du Contrecast. Salut. Salut. Ciao. Salut.